Professeur Didier Raoult, bonjour. Où Bonjour. en est l'épidémie et où en est l'épidémie notamment de ce variant Omicron? Bien, d'abord, effectivement, ce sera la dernière vidéo que je ferai de l'année 2021, donc elle va être assez complète. On va passer en revue l'ensemble des éléments d'épidémiologie, les variants, les traitements, les attaques dont l'IHU a été la victime, et on va passer tout ça en revue. Sur le plan de l'épidémie, ce graphique qui est sorti de World in Data, que je vous conseille de regarder, vous avez la référence ici, vous voyez que la cinétique de cette épidémie dans le monde, par définition est une pandémie, est totalement imprévisible. Il y a des pics, des hauts, des bas, ça s'arrête dans un endroit, ça repart dans l'autre. Tout ça est très difficilement prévisible. On n'arrive pas à mesurer là-dedans, d'ailleurs, quelle est l'efficacité des mesures sociales. Est-ce que ceux qui ont fait de l'isolement marchent mieux que les autres? Est-ce qu'ils ont fait que ceux qui ont utilisé le masque plutôt que les autres ou pas utilisé du tout font moins bien, mieux? Je reparlerai du vaccin. Et donc, on a cette évolution de cette épidémie qui ne paraît pas du tout contrôlée dans le monde, et, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette épidémie n'est pas une épidémie simple. C'est pas un virus qui a circulé. Donc, si vous voulez, moi, je ne veux pas rentrer dans les débats de rebond par rebond. Il n'y a jamais eu de rebond. En réalité, il y a des variants différents. Et ces variants sont différents dans tous les pays du monde. Alors, Philippe Colson va vous montrer, il y a un site qui s'appelle Covariant. Voilà, qui s'appelle Covariant. Il faut taper Covariant SARS-CoV-2 dans Google et on tombe directement sur ce site. Voilà, qui vous permet de voir, pour les pays qui ont analysé les variants, ce qui s'est passé. Et donc, vous voyez, voilà, la France, on a eu notre premier épisode en mars-avril, et puis ça s'est arrêté. Cette première épidémie-là a disparu, et en juillet, on voit réapparaître une épidémie brutale, et cette épidémie commence en France, c'est le bleu clair. Elle commence en France, on s'est posé la question, dès le départ, on se doute que cette épidémie est une épidémie secondaire qui vient des visons. On voit des cas au Danemark et en Hollande, on se demande si c'est des cas importés du Danemark et Hollande. Finalement, on finit par avoir, après avoir beaucoup attendu la séquence des visons, et on voit que cette épidémie-là, qui est en bleu clair et qui va se répandre en Europe, cette épidémie est née en France, elle va disparaître en France. C'est une épidémie sur laquelle on appelle le Marseille 4, sur laquelle on travaille énormément. On a beaucoup de séquences avec Philippe Colson, et on est en train de comprendre ce qui se passe, mais incontestablement, au départ, elle vient de France, et les séquences que l'on va trouver chez les visons en France sont les mêmes, alors qu'on ne retrouve pas ces séquences de visons ailleurs. Donc c'est bien ça du Made in France, et qui va se répandre, qu'on va voir secondairement. Donc si on regarde le Danemark, on voit que ça commence plus tard au Danemark que chez nous, oui. Et la Hollande, ça commence plus tard que chez nous. Après, la deuxième grande vague épidémique, c'est celle de l'Espagne. Donc si on arrive à l'Espagne, qui doit être un peu plus haut, l'Espagne est en orange. Vous voyez que pratiquement quand nous, on commence à avoir notre épidémie en bleu, eux commencent à avoir cette épidémie orange. Nous, on va avoir quelques cas, on va les appeler les Marseille 2. En réalité, ils ont été publiés depuis dans Nature, et c'est cette épidémie-là. Cette épidémie va, elle aussi, se diffuser en Europe, pas nécessairement dans les mêmes pays. Vous voyez qu'en Suisse, par exemple, il y a la moitié d'Espagnols et la moitié de notre virus à nous. Mais si vous regardez en Angleterre, eh bien, toute cette période épidémique va être due au variant espagnol, que vous voyez ici en orange. Et puis, donc ça, c'est les deux grandes épidémies de cet été. L'épidémie espagnole et en Europe, hein, l'épidémie espagnole et l'épidémie française. Ensuite, il va y avoir cette épidémie rouge. C'est à partir de là que tout le monde va se rendre compte qu'il y a des variants. Et donc, on va appeler ça le variant anglais. Maintenant, on appelle ça le variant alpha. Et vous voyez que ce variant anglais va se répandre là, en Angleterre, et puis en Allemagne,
au Danemark, en Suède, au Japon, c'est le premier qui va vraiment affecter le Japon, et en France, vous voyez que c'est lui qui arrive, alors qu'on avait ce que vous voyez par ailleurs, c'est des Sud-Africains qui vont rester minoritaires, et donc on va avoir la même vague anglaise qui va arriver à ce moment-là. Ensuite, va commencer en Angleterre, pour ce qui concerne l'Europe, et on revient sur l'Angleterre, le variant indien, qu'on appellera Delta, il vient bien d'Angleterre, il va arriver chez nous d'une part d'Angleterre, d'autre part d'Inde, avec des marins indiens qui viendront à Marseille. Et vous voyez qu'ensuite, quand vous regardez en France, eh bien, le troisième grand épisode de cet été, c'est le variant indien. Donc, vous voyez, il s'agit d'épidémies successives dues à des virus différents qui arrivent et qui s'implantent différemment dans les pays, en fonction des pays, pour des raisons que je comprends mal, qui sont liées à l'écosystème. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, quand on passe, vous voyez, en France, du 4 à celui d'Angleterre et l'Indien, sur toutes les données que nous avons, qui sont brutes de décoffrage, la mortalité est de plus en plus faible. C'est-à-dire le 4 est le plus mortel, et puis ensuite le UK est moins mortel, et l'Indien est peu mortel. Donc c'est la situation de la mortalité liée à ces différents variants. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui les vaccins nous protègent ou non du virus ? Alors là, on va passer sur un autre site. Moi, je vous donne tous ces sites pour que vous alliez vérifier par vous-même. Ce qu'on vous dit, c'est pas inintéressant. Moi, je ne vous demande pas de me croire, parce que mon métier, c'est d'enseigner la science. Il y a les données que j'ai, celles qui ne sont pas encore publiées, vous êtes bien obligé de les croire ou pas les croire, mais toutes celles dont je vous parle, vous pouvez les vérifier par vous-même. Moi, je suggère que vous ayez votre opinion par vous-même. Parce que les opinions, dès qu'il y a un interprète, dès qu'il y a un traducteur, vous savez, les Italiens disent ça depuis très longtemps, traducteur, trahisseur. Donc le mieux, c'est de regarder les données soi-même. Donc là, on regarde, vous voyez, un autre site. Et donc ce site est le site de Johns Hopkins. Et c'est un site extrêmement intéressant que je vous recommande de regarder parce qu'il est troublant. Donc là, c'est la première page de ce site. Si vous tapez « Maintenant, c'est ce que vous allez voir », eh bien, il y a eu 8 milliards de doses vaccinales qui ont été injectées dans le monde. 8 milliards. Et donc, sur chaque tableau, vous verrez en rouge, c'est le nombre de cas diagnostiqués. Alors, bien sûr, ça dépend de l'ampleur des diagnostics que l'on a fait, des outils qu'on a utilisés. En blanc, c'est les morts. Et en vert, c'est les doses vaccinales. Et donc, vous voyez, il y a un moment où ça culmine à 300 millions de doses par jour. D'accord ? Donc, c'est colossal. Et vous pourriez me dire, mais alors, les 8 milliards, ils sont pas répartis d'une manière suffisante. En particulier, les pays pauvres en ont moins. C'est peut-être ce qui explique qu'il y ait toujours autant de cas. Mais si vous regardez la carte qui est au milieu, les points rouges, vous voyez, c'est les points où il y a eu le plus de vaccins. Donc, c'est les points où il y a eu le plus de vaccins, où il y a eu le plus de cas, quand même. Donc, il reste quelque chose, vous voyez, c'est des maladies d'écosystème, des maladies infectieuses. C'est pas 1 et 1 font 2. C'est très complexe. Et vous voyez, l'Afrique, qui a été très peu vaccinée, n'a pas beaucoup de cas, alors que l'Europe, qui a été très vaccinée, et les côtes américaines, qui ont été très vaccinées, ont toujours beaucoup de cas. Donc, si on regarde maintenant les différents pays, il y a des pays qui sont, les groupes des pays réagissent différemment au vaccin. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre l'épidémie, sauf que c'est un virus mutant qui, il a l'air, au fur et à mesure que le temps passe, de diminuer de virulence. Mais l'effet des vaccins sur les différents pays n'est pas quelque chose que je comprends très bien. Il y a des pays dans lesquels, ceux-là, par exemple, on a l'impression... Alors, le vaccin n'a pas du tout bloqué l'épidémie. Donc, pour bloquer l'épidémie, il ne la bloque pas. Pour la mortalité, on a l'impression quand même que dans ces pays-là, la mortalité, par rapport au nombre de cas, est plutôt plus basse. Alors, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y aurait... L'épidémie circule toujours autant, mais la mortalité est plus basse. Là, c'est le cas dans ces pays aussi. Vous voyez, la Belgique, l'Italie. Là.
il y a des pays dans lesquels, en Grèce par exemple, la vaccination n'a pas entraîné de diminution de la mortalité dans le pic actuel. Ça n'a pas marché. D'accord ? Dans l'Espagne, ça a plutôt marché. Dans ce groupe-là, vous voyez, c'est pareil. On n'a pas l'impression... en Norvège, pourtant, c'est des gens, vous voyez, très rigoureux, très sérieux. Au Canada, en Corée du Sud, on n'a pas l'impression que la vaccination ait eu un effet sur la mortalité, puisque même parfois les pics de mortalité sont les plus élevés qu'ils aient jamais eu, c'est après la vaccination. Donc c'est complexe à interpréter. C'est pareil pour le Portugal, qui avait l'air d'être tranquille, là, et puis hop, on fait la vaccination, on voit l'épidémie qui repart. Après, il y a un troisième groupe, ici, c'est des pays qui avaient, comme l'Australie. Alors, la Suède, c'est très à part. La Suède réagit différemment dans tous les cas. La Suède n'a pratiquement pas de mesures sociales. Avec la vaccination, ça diminue, les deux diminuent, mais il n'y a pratiquement pas de mesures de confinement, de masques, etc. Ici, si vous regardez l'Australie, c'est une île, comme vous savez, ils étaient relativement tranquilles, ils commencent à vacciner, c'est après le début de la vaccination que va apparaître la mortalité la plus importante et le plus de cas. C'est curieux. Vous regardez la Nouvelle-Zélande, c'est pareil, ils avaient 4 cas à peine, et ils commencent à vacciner, ils ont plein de cas, et ils ont des morts. Vous regardez Israël, ça c'est la campagne massive de vaccination, et vous savez bien qu'en Israël, il y a ça. Ici, maintenant, c'est la 3e dose. On va voir si ça arrête les choses, ça n'arrête pas les choses. Il faut avoir un peu de recul pour voir si là, c'est pareil, il va se passer la même chose. Ici, c'est le Pérou. Le Pérou, c'est le Pérou. Et donc, au contraire, avec la vaccination, ça arrête l'épidémie actuellement. On verra ce qui se passera ultérieurement. Et puis, ici, c'est l'Islande aussi, c'est de très bons élèves, l'Islande. Vous voyez, ils vaccinent massivement, plus de 85% de vaccination, hein, c'est considérable. Pouf, vous avez une épidémie qui repart. Et donc, tout ça, ça amène à dire quand même, la vaccination, c'est compliqué. Voilà. Les vaccins qu'on a, c'est les vaccins qui sont ce qu'ils sont. Si nous, on regarde, nous, précisément ce que nous avons ici, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est extrapolable, mais de toute manière, on ne peut pas faire des généralités sur quelque chose qui est comme ça. C'est trop, il y a trop de divergences d'un endroit à l'autre. Hein. Donc il y a des pays dans lesquels il y a des couvertures vaccinales de plus de 85% avec 2 doses, qui ont des épidémies. Il y en a chez qui ça s'arrête. Donc les choses sont compliquées chez nous. Le pourcentage des vaccinés augmente, mais le nombre de cas diminue. Donc le pourcentage de vaccinés augmente. Et ça reprend, si on prend maintenant du 15 juillet, c'est le moment où on a eu l'Indien. Hein, donc je vous dis quand même, les variants sont différents d'infectivité, de mortalité. Donc si on reprend l'Indien, vous voyez que la protection de la vaccination est de l'ordre de 43%. Alors, chez les gens qui se présentent ici, eh bien, ils ont un peu moins de 2 fois moins de chances d'être positifs s'ils sont vaccinés que s'ils ne sont pas vaccinés. Donc il y a une protection sur, au moins tel qu'on le voit nous sur nos données brutes, il y a une protection d'à peu près 1 sur 2 de l'infection. Après, pour l'instant, sur la mortalité, sur des phénomènes qui sont là aussi simples, oui, non, mort, pas mort, il n'y a aucune différence entre le fait que vous soyez vacciné et pas vacciné, Covid positif, pas Covid positif. Aucune différence significative. C'est 0,1%, on ne peut pas comparer les 0,1% entre eux. On ne peut pas dire, oui, c'est une maladie qui n'est pas très mortelle. On est inférieur à 0,1%. Donc avant de comparer des situations quand vous êtes à 0,1%, c'est un peu compliqué quand même. Donc ça, si on ne sélectionne pas des sous-groupes de malades dans lesquels on dit je prends juste ceux-là, parce que chez ceux-là, je vais réussir à montrer une différence avec des petits effectifs. C'est-à-dire si on prend tout le monde, on voit bien que la mortalité globale des gens qui passent ici pour se faire diagnostiquer, et ces données, c'est pas nous, encore une fois, je vais en revenir dessus, c'est les données de l'INSEE, c'est pas nos données, hein, je reviendrai dessus, parce que comme tout le monde dit n'importe quoi actuellement, sur
sur les travaux que nous faisons, je vais réexpliquer ça. Et qu'en est-il de l'hydroxychloroquine? Sur l'hydroxychloroquine, encore une fois, il y aura un mystère qui se résoudra. C'est comment tout le monde s'est laissé aller à considérer que l'hydroxychloroquine était un médicament toxique. Moi, j'ai trouvé par hasard récemment, c'est pas parce que je cherche à comprendre pourquoi les gens réagissent de cette manière-là. J'ai reviewé un papier dans lequel les gens interrogeaient les médecins praticiens, les praticiens hospitaliers, sur le fait qu'ils avaient utilisé ou pas l'hydroxychloroquine. Alors, il y avait des infectiologues, il y avait des gens spécialistes en médecine interne, il y avait des rhumatologues, dans le cadre du Covid. Et donc, ils les ont interrogés, et il y avait à peu près la moitié des praticiens hospitaliers qui ont utilisé l'hydroxychloroquine jusqu'au jour où est sorti l'article du Lancet Gate, et où le ministre et l'OMS ont dit qu'il ne faut pas l'utiliser. Après, ils n'ont plus utilisé. Et c'est intéressant parce que c'est des gens, c'est la conclusion que faisait l'article, mais c'est pas le préprint que j'ai vu, c'est pas l'article définitif, on va essayer de changer, c'est tous les gens qui avaient l'habitude d'utiliser l'hydroxychloroquine, en réalité, ont utilisé l'hydroxychloroquine sans jamais penser que ce truc était toxique. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, vous voyez, sur cet article que j'ai trouvé là, mais la semaine dernière, en regardant dans la bibliographie, vous voyez, c'est un article qui est fait par un groupe de Français. Vous avez là tous les internistes français, y compris des gens qui ont écrit après que c'était épouvantable, que ça ne marchait pas, que c'était affreux, etc. Vous voyez, et vous avez Delfrécy dedans, voilà, qui a publié sur 600 personnes qui ont été traitées par l'hydroxychloroquine en rhumatologie. Il ne parle jamais une seule fois d'arrêt cardiaque. C'est publié en septembre 2020, ça. Hein. Après qu'on a dit que l'hydroxychloroquine tuait les gens. Et Delfrécy, au milieu de ce groupe d'internistes, avait déjà publié en tout 5 publications sur l'hydroxychloroquine, sans parler des effets cardiaques. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de tous ces gens? Et les gens, alors que, encore une fois, on a donné en 2019 32 millions de pilules d'hydroxychloroquine, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de gens qui avaient donné? Vous êtes sûr que c'est vrai, ça? C'est pas possible, on a tellement prescrit ça, on en a tellement donné. Attendez, vous êtes sûr que c'est vrai, cette histoire? Vous voyez, y compris, quand même, celui qui est le patron du Conseil scientifique national, quand même. Si là-dedans, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'étrange, je ne sais pas ce que c'est, l'affolement, le fait de ne pas vouloir contredire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on ne peut pas se contredire à ce point, comme ça, 5 publications internationales rapportant une centaine de cas, sans rapporter d'accidents cardiaques, et d'un coup, croire qu'il y a 10% d'accidents cardiaques avec l'hydroxychloroquine quand on traite les gens qui ont un Covid. Enfin, c'est extrêmement étrange. Donc nous, en plus, sur l'hydroxychloroquine, je suis content, parce que la guerre contre l'hydroxychloroquine, je ne suis pas la seule victime de ça. Le type qui est le meilleur tropicaliste au monde, vous pouvez regarder là aussi sur Google, vous regardez Google Citation, Nick White, c'est écrit comme blanc en anglais, et puis vous regardez, c'est le spécialiste de médecine tropicale le plus cité du monde, qui a le plus grand H-factor, et qui travaille depuis très longtemps en Thaïlande, et qui travaille en Afrique, et qui, étant tropicaliste, a travaillé sur le paludisme, et donc qui connaît très très bien la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Il a développé avec le Wellcome Trust, qui est une maison très sérieuse, une évaluation de la chloroquine et de l'oxychloroquine en prophylaxie. Et il a protesté récemment que l'OMS écrivait qu'il n'y avait aucune évidence de ça, alors qu'ils n'ont pas les données pour pouvoir analyser ça. Mais Nick White vient de terminer son étude. Il rendra les résultats de son étude au premier trimestre de l'année prochaine. Et là aussi, on verra bien si entre la réalité des évaluations, et il l'a fait comme ça, les spécialistes de la randomisation sont contents, une étude randomisée, on verra bien si on a un effet prophylactique ou si on n'a pas un effet prophylactique, parce qu'on continue à avoir besoin de quelque chose qui soit un peu plus efficace en termes de prophylaxie, même si le vaccin joue un rôle. Donc il faut essayer d'avoir des armes supplémentaires. Pour nous, ce qui nous concerne, on a eu l'occasion, je reviendrai dessus, d'avoir une visite de la NSM, c'est-à-dire de la sécurité des médicaments, à la suite d'une diffamation
envoyés par des gens d'ici, hein, donc qu'on poursuivra à Mediapart sur le fait qu'on ferait des essais sauvages sur la tuberculose, ce qui nous a permis de montrer qu'il n'y avait aucun effet sauvage sur la tuberculose, ça c'est bien clarifié, qui leur a permis de regarder en détail tous nos processus d'éthique, et ils n'ont pas trouvé de choses à redire, ce qui nous permettra d'alimenter nos dossiers contre Madame Bic, qui n'arrête pas de dire qu'on ne respecte absolument pas l'éthique, et toute cette inflammation de la presse à ce niveau-là. Et puis, en discutant avec ces autorités, j'aurais dit, mais écoutez, nous, nos données sur l'hydroxychloroquine, elles sont très simples, elles sont transparentes. C'est-à-dire que tous les diagnostics sont enregistrés dans un système informatique national qui s'appelle SIDEP. Tous les gens qui ont été pris en charge ici sont pris en charge dans le cadre de l'assistance publique pour lequel il y a des dossiers sur un système informatique qui s'appelle Axigate. Tous les traitements qu'on leur a donnés sont des traitements qui sont accessibles par une banque de données qui est indépendante de nous, qui peut regarder si les gens ont reçu l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, c'est la pharmacie. Quant à l'évolution, tout le monde peut regarder ce qui se passe à l'INSEE, qui est bien entendu une banque de données qui est aussi indépendante de nous. Donc voilà 4 banques de données qui sont totalement indépendantes de nous. Il suffit de les croiser pour voir si les gens qui ont eu de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, qui ont un diagnostic de Covid, meurent plus ou meurent moins. Moi, je connais ce résultat. C'est accessible à tout le monde. Il suffit de faire une étude sur ces banques de données. Moi, je serais content que ce soit l'État qui le fasse. Si ce n'est pas l'État qui le fasse, on m'a suggéré de différentes sources de créer un comité international pour qu'il puisse regarder les données brutes et les analyser. Peut-être qu'il faut demander ça à un cabinet d'audit comme McKinsey, je ne sais pas, pour qu'on arrête de raconter des bêtises avec le nombre de cas que l'on a traités ici, plus de 30 000. Vous savez, les choses sont très très simples. Ça se voit à l'œil nu. S'il y avait eu 10% de morts de 30 000, vous savez quand même, les gens à Marseille ne me parleraient pas, ne m'applaudiraient pas dans la rue, hein, je vous le dis. Donc, c'est des choses qui sont simples à vérifier, c'est pas la peine de jaser. Vous voyez, malheureusement, là, les gens sont plus sensibles à la diffamation qu'à l'analyse qui prend plus de temps et qui est plus difficile, c'est de la science. Mais moi, je ne souhaite que ça, que l'on vienne regarder la science. Quant aux gens qui jasent sur, écoutez, vous n'avez pas les mêmes taux pour considérer que quelqu'un est négatif que tel ou tel laboratoire, bien sûr, c'est comme ça dans tous les laboratoires. C'est ce qui s'est passé dans toute cette épidémie. Chaque laboratoire, c'est même la loi, détermine les conditions dans lesquelles il rend qu'un résultat est positif ou négatif. Nous avons depuis le début exactement le même taux de positivité pour la PCR qui est 35, parce qu'on a regardé les courbes, on a dit c'était 35, on a vérifié après en faisant des cultures virales, personne n'a fait autant de cultures virales, et ce que nous avons dit, tout le monde le reprend. Un très bel article de Bernard Ascola sur je ne sais pas combien de milliers de souches corrélées au CT. On dit voilà, ces CT-là, ça correspond, quand on est à 35, c'est à partir du moment où c'est tout négatif en culture. On est à 34, on a encore, je ne sais pas combien, 20% peut-être de positif. Donc voilà la situation. Tout ça est simple et clair. Après, simplement la médisance ou la volonté absolument de trouver que on ne fait pas notre métier quand les autres ne le font pas. C'est une chose qui est si répandue que... voilà. Mais c'est extrêmement facile de voir ce qu'on fait. Il suffit de venir regarder. Toutes ces sources-là sont à disposition de l'État. L'État les a. L'État n'a qu'à regarder plutôt que de dire des bêtises. Il faut regarder ça. Voilà. Et quand ils viennent, je suis assez content. Dans ma vie, on m'a souvent envoyé des inspections, très souvent pour me nuire, avec un a priori que nous n'étions pas sérieux, que nous ne faisions pas bien. Et je n'ai pas eu d'ennui avec les missions. La seule qui était, c'est une mission vraiment qui était à charge. Je m'étais assuré avant qu'elle puisse être contradictoire, c'est-à-dire que ce qui est normal, c'est-à-dire que vous puissiez, comme n'importe quelle conception du droit, il faut que vous puissiez répondre quand on vous accuse. Et donc, à l'intérieur de ça, il y avait quelques étudiants. Il y avait des étudiants qui avaient fait un appel à la délation à tous les étudiants qui étaient passés chez moi, un étudiant et un syndicaliste, qui avaient fait un appel à la délation. Ils ont réussi à trouver une dizaine de bonhommes. Et du coup, les autres étudiants qui ont été choqués par ça ont fait une pétition dans laquelle il y avait, je ne sais pas, 160 ou 180 personnes. On a fait un vote ensuite des représentants, on a gagné à 97%. Donc vous pouvez toujours trouver
dans une situation comme celle-là qu'il y en a quelques-uns qui sont mécontents. Ici, il nous est passé 4000 étudiants depuis qu'on a ouvert. Alors si les 4000 étaient contents, si vous voulez, c'est qu'on a une baguette magique. Comme vous le savez, j'ai pas de baguette magique. Donc il y en a qui ne soient pas contents. Je comprends bien. C'est bien. Si on finissait par avoir 30 à 40% de gens qui étaient mécontents, on commencerait vraiment à dire non mais il y a des trucs, il faut changer complètement. C'est pareil sur les publications. Si vous avez trouvé qu'il y a 2 à 3% d'erreurs dans les publications parce qu'on s'est trompé de numéro ou parce qu'on a oublié de mettre un truc, écoutez, c'est juste la vie, ça. Hein, donc il ne faut pas se rendre fou en se disant regardez là et là. Après, quand sur les publications, Mme Bic dit que je suis un néocolonialiste, alors ça, on sort de l'analyse scientifique pour rentrer dans l'insulte brutale. Et surtout moi, je ne suis pas susceptible de me faire traiter de néocolonialiste. Donc depuis qu'elle sait que je portais plainte, elle l'a enlevé. Et bien entendu, j'ai des photos d'écran de ça, de ce qui a été écit. On ne peut pas faire ça. Donc il y a une haine qui se développe là, dont je connais les ressorts, parce que malheureusement, je connais les ressorts humains, qu'il faut arrêter, mais bien sûr, on se défend. Il y a eu des tentatives assez amusantes d'ailleurs de nous empêcher de nous défendre, qui sont arrivées avec notre nouveau directeur général, là, qui voulait nous empêcher la Fondation de couvrir les insultes couvrant les HU. Ceci s'est réglé, d'ailleurs, dans le cadre d'un conseil d'administration qui, pour le moment, était apaisé et qui a fini par demander à M. Schweitzer de superviser avec le conseil scientifique le choix de mon successeur qui prendra place a priori en septembre 2022. Donc pour bien clarifier les choses, moi j'avais plusieurs casquettes, je suis toujours directeur de l'IHU jusqu'à ce que je sois remplacé. C'est la présidente de la fondation, Mme Obadia, qui décide de qui est le nouveau directeur ou qui est le directeur après avoir demandé un avis consultatif au conseil d'administration. Ce n'est pas le directeur général de l'assistance publique. À côté de ça, j'étais professeur des universités, je deviens professeur de l'université émérite, et j'étais praticien hospitalier. J'aurais pu être prolongé comme praticien hospitalier jusqu'à l'âge de 72 ans, ce qui aurait rapporté à peu près 2 millions d'euros par an à l'assistance publique. Ce directeur me déteste tellement qu'il a trouvé que c'était mieux que je ne sois pas à l'assistance publique, quitte à ce que l'assistance publique perde de l'argent. C'est son droit, il avait le droit de signer ça. Il a signé, c'est sa responsabilité. Ce qui ne veut pas dire que si ce directeur s'en va, le prochain directeur ne me reprendra pas comme praticien hospitalier, puisque c'est contractuel. On verra bien. Voilà. Ensuite, pour remettre les choses en perspective, je crois qu'il est très important, et donc Philippe Colson va faire ça, de nous mettre sur Euromomo. Euromomo, là aussi, vous pouvez le consulter, c'est un site européen qui mesure la mortalité. Alors là, vous voyez, c'est la mortalité de tous les pays d'Europe. Vous voyez, et donc il s'est passé quelque chose. Vous voyez, la ligne rouge, c'est comme la ligne jaune, c'est quand vous avez dépassé ce qui se passait. Et vous voyez, on a dépassé en 2017, on a dépassé en 2018, on a moins dépassé en 2019. Donc il faut un peu se méfier des comparaisons qui ne portent que sur 2019, qui était une année où il y a une surmortalité très basse parce que les épidémies respiratoires ont été moins sévères, moins embêtantes. Et puis, il y a 2020, qui est une mauvaise année, avec un pic au début de l'année, qui est la première épidémie, et puis les autres épidémies. Et vous voyez que sur 2021, on verra à la fin de l'année, mais la différence entre 2021 et 2018 ne sera pas réellement significative. On le verra. Ensuite, passons en dessous, vous voyez, l'âge, vous voyez, quand vous regardez l'âge au début, vous voyez qu'il n'y a pas eu de surmortalité du tout chez les 0-14 ans, ni chez les 15-44 ans. Ça n'a jamais franchi la ligne rouge, sauf dans un tout petit point. Et donc, c'est ensuite que ça commence à être marqué. Et vous voyez, entre les 45-64 ans, vous voyez qu'il y a eu, si on pointe sur les pics, là, vous voyez, il y a eu 10 000 morts ici supplémentaires, ce qui était significatif par rapport à ce que vous regardez ici en 2018, où le pic était de 10 263. D'accord ? Il y a une différence parce que c'est étalé dans le temps. Et vous voyez, c'est pas, par rapport à ce qui s'est passé en 2018, ce n'est pas des choses gigantesques. Après, c'est plus important, donc jusqu'à 64 ans,
c'est plus élevé, mais c'est des choses qui n'étaient pas extraordinairement différentes de ce que nous avions vu jusque-là. Après, c'est différent quand on passe au plus de 65 ans. Plus de 65 ans, si M. Colson pointe, vous voyez, sur les pics, vous voyez que là, on est à 16 000, alors qu'en 2018, on était à 14 000. Donc, ça fait une différence qui commence à être importante. Après, si on passe au 75-84, vous voyez que le pic, là, il est de 31 000 morts dans cette, de surmortalité comparé à 26 000. Et puis, si vous passez au plus de 85, eh bien là, vous voyez que vous êtes à 48 000 morts comparé à 40 000. Il y avait déjà beaucoup de morts. Tous les ans, il y a beaucoup de morts au-dessus de 85 ans. Et là où la différence est le plus marquée, c'est dans ces âges extrêmes, c'est-à-dire les plus de 75 ans. D'accord ? Donc ça, c'est la mortalité. Donc vous voyez que la mortalité, il faut rester raisonnable. On n'est pas là dans une situation... la population française a grandi d'ailleurs en 2021, il y a plus de monde qu'en 2020. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un trou démographique qui s'est passé. C'est embêtant et il faut se cibler sur les gens qui meurent. C'est eux qui meurent, vous voyez, c'est les gens de plus de 65 ans qui meurent. Et plus ils sont vieux, plus ils meurent. Et il y a d'ailleurs un résultat qui est assez satisfaisant quand on regarde les données de l'INSEE. Moi, vous savez, à la différence des autres, ça, je regarde tous les jours. Je regarde Euromomo, je regarde le John Hopkins, et puis je regarde les données de l'INSEE qui mesurent. Et donc, c'est très intéressant, c'est qu'il y a une diminution de la surmortalité des gens de plus de 85 ans. C'est intéressant. Alors que jusqu'à maintenant, c'était eux qui mouraient plus que la moyenne. Maintenant, ils meurent moins que la moyenne. Et donc, il y a deux hypothèses pour ça. Moi, j'avais testé l'hypothèse de la moisson, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de morts de plus de 85 ans, vous avez vu que finalement, le nombre de morts, de personnes de plus de 85 ans a diminué, et donc il ne peut pas en mourir autant. Ce qui est quelque chose qui est logique, qui a été évoqué plusieurs fois. Mais en réalité, ce n'est pas vrai, parce que des gens de plus de 85 ans, il y en a qui arrivent aussi. Qui avaient 84 ans, ils ont 85 ans maintenant. Donc l'effet moisson n'est pas si simple que ça. Moi, j'interprète ça comme étant le fait d'une efficacité des mesures sociales. Vous n'entendez pas souvent dire qu'il y a une efficacité des mesures sociales. Pourquoi ? Parce qu'on a des données de l'INSEE qui montrent que pendant 2020, la moitié des morts sont morts en EHPAD. D'accord ? Et il y a un contrôle là sur les EHPAD qui est bien fait. C'est-à-dire que pour aller dans les EHPAD, il faut avoir des tests négatifs et que donc vous ne pouvez pas arriver avec un test positif. Il y a eu quelques cas d'épidémie dans les EHPAD que nous avons eus, qui n'avaient pas, pour des gens qui ne s'étaient pas détectés. Et donc, bien entendu, si, même avec la vaccination, parce que la vaccination, elle marche ce qu'elle marche, vous voyez, en plus, elle ne marche pas très bien chez les sujets très âgés, il y a une vraie protection, une vraie barrière qui s'est mise, et donc on a transformé les EHPAD en une espèce d'îlot où on contrôle les gens qui viennent à l'intérieur, et du coup, on a une mortalité plus basse chez les sujets très âgés, et ça, c'est un point qui est très efficace et qui est très fonctionnel. Donc, pour ça, on peut dire que les mesures gouvernementales qui ont été prises sont fonctionnelles. Il ne faut pas dire que je dis jamais de compliments sur les mesures gouvernementales d'ordre social. Ça marche bien. Et qu'en est-il du harcèlement dont vous avez été l'objet ? Alors, écoutez, c'est l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, donc je sais bien que l'excès de notoriété dont malheureusement qui me concerne ne peut amener qu'un excès, un déchaînement de haine proportionnée. Ne vous inquiétez pas, il y a autant de gens qui m'adorent, il y a des gens qui m'envoient des cadeaux, des gens qui me félicitent, qui me soutiennent, des gens qui m'applaudissent quand je passe, des gens m'arrêtent pour avoir des selfies, c'est plus... effectivement, ça prend une ampleur que je trouve trop importante. Et à l'occasion, ça suscite des diffamations. Dû au fait que j'ai pointé des dysfonctionnements très importants, en particulier à Paris. Et donc, il y a tout un groupe de Parisiens, y compris un qui est arrivé ici, qui me sont extrêmement hostiles parce que j'ai dit devant l'Assemblée nationale que la gestion avait été très mauvaise. Et que donc, un jour,
la lumière sera faite sur cet épisode-là, et ça sera autre chose que des diffamations qu'on fera là. C'est un contrat, est-ce qu'il aurait pu y avoir moins de morts? C'est une vraie question. Cette question-là, je pense bien qu'il y a des gens qui la craignent. Hein. Je suis assez lucide là-dessus. Et donc, il arrive à peu près n'importe quoi. Là, on a inventé, marquant mon nom, hein, que j'avais, moi, fait des essais thérapeutiques sur la tuberculose. Ça fait 20 ans que je n'ai pas vu une tuberculose. Moi, je ne savais même pas de qui il s'agissait. Il n'y a jamais eu d'essai thérapeutique qui ait été fait sur la tuberculose. On avait proposé de faire, comme il y a une dizaine d'études dans le monde, mais ça a été refusé, de faire un traitement raccourci de la tuberculose. Ça nous a été refusé, on n'a fait aucun traitement raccourci de la tuberculose, point final. Donc c'est très bien, l'ANSM est venu ici, ce sont des gens très sérieux. Ils ont examiné, ils ont passé une semaine ici à regarder tous les dossiers, les fouiller, etc. Moi j'attends avec beaucoup de sérénité le compte-rendu de leur visite ici. Je suis très serein, je n'ai pas d'état d'âme. Ils aient trouvé quelque chose où ils pensent qu'ils sont en désaccord sur des choses mineures, sur lesquelles il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de choses, mais ils pensent qu'on a interprété la réglementation d'une manière différente de ce qu'ils interprètent. Très bien, c'est possible. Bon, écoutez, je ne me prends pas pour Dieu, je ne crois pas que je sois exempt d'erreurs. Donc je fais des erreurs, très bien, je fais des erreurs. Il y a une mission de l'IGAS, il y a GNR qui est en cours, très bien, ils nous ont demandé les documents de tout ce qu'on fait, vous savez, on fait tout dans les règles, parce que même si ce n'était pas spontanément notre manière de faire, comme on sait que tous les ans, on a une visite, une inspection, vous savez, je peux vous dire que les dossiers sont à jour. Hein. Les dossiers sont à jour, on suit les règles, on fait attention, parce que à nous, on ne nous permettra pas une sortie de route, je vous le dis. Donc, on est prudent, on fait attention. Quand on fait les choses, on les fait dans les clous, on fait la règle, on garde tous les documents. On ne pourra pas compter sur les documents perdus. Hein, on n'a pas les documents perdus. Mais ce qui se révèle à cette époque-là, c'est avec ce niveau de tension que je n'avais pas vu. Je savais que ça s'est passé pendant la guerre, parce que, bien sûr, je le dis souvent, mes parents m'ont passé tous les dimanches à me raconter leur guerre. C'est bien sûr, la diffamation, deux, la délation, c'est les dénonciations anonymes sur des choses qui sont inexactes, qui ont franchi un cap, là, qui ont utilisé des dossiers de malades. On n'a pas le droit de faire ça. Ça peut être puni de 15 000 € et de 1 an de prison, de briser le secret médical pour l'utiliser à des fins différentes de la médecine. Et donc là, on voit bien que pour l'épisode du Mediapart, il y a des dossiers qui ont été transmis par je ne sais qui, mais bien sûr, on portera plainte pour essayer de trouver qui a fait ça. Moi, mon propre dossier, celui de ma femme, celui d'autres de mes collègues, a été violé dans cet établissement, l'Assistance publique de Marseille. Et donc, j'espère qu'il y aura une enquête nationale qui va être mis fin à cette histoire, parce que sinon, ça veut dire que pour me nuire, on peut regarder le dossier de n'importe quel malade, envoyer ça dans la presse et dire, regardez, y compris les malades que j'aurais jamais vus, regardez ce qu'ils font comme bêtises à l'assistance publique, et pas à l'assistance publique, parce qu'on dit, il n'y a pas de dossier de malade dans l'IHU, il y en a zéro. Tous ces dossiers, c'est l'assistance publique. L'assistance publique loue des locaux dans l'IHU, met des malades dans l'IHU, a des médecins qui travaillent dans l'IHU, mais l'IHU est le propriétaire des murs. L'IHU n'a pas de responsabilité directe dans les malades. C'est les médecins qui travaillent ici, qui sont employés par l'assistance publique, qui ont cette responsabilité des malades. Donc, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle toutes nos données sont accessibles. Ce ne sont pas nos données à nous, ce sont des données à l'assistance publique. D'accord ? Il faut que l'assistance publique s'occupe de sécuriser la confidentialité, le secret médical des médecins, où il faut arrêter l'informatique. Si on n'est pas capable de contrôler ce qui se passe là, ça veut dire que tout le monde peut avoir ses données médicales utilisées pour X raisons, sans qu'il le sache, et non anonymisées. Là, il s'agit de gens qui sont parfaitement reconnaissables. D'accord ? Donc, il faut faire très très attention, là, que la haine n'aveugle pas les gens. C'est ce qui se passe, là. Les gens sont aveuglés par la haine.
Et quand ils sont aveuglés par la haine, comme ça, je pense que les autorités doivent se poser des questions très, 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 très précises. Est-ce qu'on peut donner des responsabilités de cette nature pour des gens qui, pour avoir raison, sont prêts à transgresser des règles qui sont millénaires, hein. Vous savez, c'était le serment d'Hippocrate, mais ma bouche taira les secrets que j'aurais vus dans la maison de mes patients. C'est le serment d'Hippocrate. Moi, j'ai prêté ça comme serment. D'accord, donc, c'est très, très grave. D'accord, donc, il s'agit de dire que je suis un imbécile, que je m'en fiche un peu. J'ai ma propre opinion là-dessus, qui n'est pas bouleversée par l'opinion des autres. Mais ça, là, on touche à quelque chose qui est intouchable. On n'a pas le droit. C'est l'État qui doit garantir notre sécurité et c'est les fonctionnaires d'autorité qui doivent garantir notre sécurité et j'attends bien qu'ils le fassent. Merci beaucoup.